Pour évaluer les effets écotoxiques de contaminants, différentes approches existent, dont les expérimentations en laboratoire sur espèces modèles ou sauvages comme la truite. Si ces approches permettent de renseigner la toxicité d'une molécule ou d'un mélange de molécules et d'en préciser le mode d'action, elles ne peuvent en aucun cas traduire ce qu'il en serait dans un contexte écosystémique. En effet, au sein des écosystèmes aquatiques, de nombreuses interactions associées aux paramètres abiotiques et biotiques du milieu peuvent intervenir sur la réponse de nos organismes sentinelles exposés à une contamination chimique. Ainsi, pour évaluer les effets écotoxiques de molécules ou mélanges de molécules dans des conditions les plus proches possibles des conditions environnementales, des rivières artificielles, sous la forme de canaux également appelés mésocosmes, ont été construits il y a 22 années à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. Éric Thibault, je suis responsable du pôle danger et impact sur le vivant à l'INERIS. Il existe ce qu'on appelle des écosystèmes lentiques, donc des milieux de type mare ou petite mare qui sont développés. Et il existe aussi des rivières artificielles qui ont été développées dans un contexte industriel, mais qui correspondent à des approches un peu différentes, puisque ce sont des milieux qui sont colonisés par une déviation d'un milieu naturel et dans lesquels les approches sont plutôt des approches de type encagement pour travailler sur la physiologie des organismes et pas tant sur l'impact sur la structure des communautés. L'originalité et l'intérêt des mésocosmes tient essentiellement au fait qu'ils combinent un certain réalisme écologique par la présence des principaux éléments constitutifs des écosystèmes naturels, comme le sédiment des bactéries, champignons, périphytons, phytoplancton, macrophytes, invertébrés et poissons, tout en permettant le contrôle, au moins au départ, de certains paramètres abiotiques, comme le sédiment, la concentration en polluants, et biotiques. Ces installations expérimentales offrent des conditions idéales pour renseigner en conditions écosystémiques les effets toxiques, comme sur la reprotoxicité, la génotoxicité, ainsi que leurs conséquences sur les traits de vie, comme la croissance ou la reproduction, de molécules émergentes, comme les médicaments, chez des espèces sentinelles proposées en biosurveillance des milieux aquatiques. Une des difficultés de l'évaluation des risques écotoxicologiques des substances chimiques est qu'il existe un fossé entre l'échelle de mesure et de compréhension des effets toxiques et l'échelle d'intérêt pour les gestionnaires de l'environnement, les populations et les communautés présentes dans nos écosystèmes. Ainsi, un enjeu majeur pour l'évaluation des risques écotoxicologiques est la traduction des déficits fonctionnels des individus en termes d'impact quantifiable au niveau des populations. Cette extrapolation n'est pas triviale du fait de la complexité des interactions et des différentes échelles de temps et d'espace animant les dynamiques écologiques mises en œuvre. La modélisation permet d'établir le lien entre les différentes échelles, individus à la population, voire la communauté. La paramétrisation de ces modèles, la calibration des indicateurs et l'évaluation de leur capacité prédictive en conditions écosystémiques de mésocosmes autorisera leur utilisation dans un contexte de gestion environnementale. Rémi Baudouin, je travaille à l'INERIS dans l'unité de modélisation pour la toxicologie et l'écotoxicologie, dans lequel nous développons des modèles pour aider à évaluer le risque toxicologique ou écotoxicologique. Alors le lien entre les processus physiologiques de l'organisme et la dynamique de population va être assez complexe et non linéaire, donc il va intégrer plusieurs facteurs qui peuvent être confondants, c'est-à-dire qu'ils vont venir moduler l'effet du toxique. Et donc on va devoir développer des approches qui vont être capables de gérer cette complexité, d'intégrer les facteurs écologiques comme la température ou la vitesse du courant pour un poisson et d'autres facteurs comme la durée de l'exposition ou la nature de l'exposition ou le média d'exposition pour pouvoir essayer de prédire sur le long terme quelles seront les conséquences d'une exposition à une substance chimique. Et donc dans le cadre du projet Diadème, on va essayer de développer ces types d'approches donc par modélisation. Donc on va développer des modèles mathématiques mécanistiques pour essayer, à partir des effets mesurés par les collègues sur des biomarqueurs physiologiques, prédire les conséquences sur le long terme et le très long terme sur la viabilité des populations. Donc pour pouvoir prédire ces effets et donc développer des modèles fiables pour prédire ces effets, il faut qu'on ait une série de données qui permettent de tester et d'évaluer les capacités prédictives de notre modèle. Donc pour ça, on a décidé dans le projet Diadème de coupler le développement des modèles à des expériences en mésocosme qui nous fourniront des données pour paramétrer les modèles, donc via le suivi de traits d'histoire de vie des espèces ou de biomarqueurs pendant l'expérience, et aussi des données pour évaluer les prédictions en acquérant des données sur la dynamique de population des espèces cibles de l'étude,
donc l'épinoche, la dressène et le gamard, et aussi en mesurant finement la structure finale de la population. Et donc on pourra comparer ce que prédisent nos modèles à ce qu'on observe en mésocosme et ainsi valider les prédictions pour pouvoir nous servir nos modèles dans un cadre réglementaire après. Une expérimentation en mésocosme se réalise sur un cycle annuel comportant plusieurs phases. Avant de décrire ces phases, voici quelques caractéristiques des rivières. La plateforme mésocosme de l'INERIS est constituée de 12 canaux rectilignes de 10 mètres cubes dont les dimensions sont de 20 mètres de longueur, 1 mètre de largeur et 30 à 70 cm de profondeur d'eau. Chaque canal possède ainsi une zone amont peu profonde dans laquelle l'écoulement de l'eau est plus rapide que dans la zone aval plus profonde. Les deux parties sont composées de sédiments artificiels. Entre ces deux parties se situe une pente dont le fond est tapissé de pierres. L'eau alimentant les canaux provient du réseau d'eau potable. Cette eau est dénitrifiée avant sa distribution via un système en flux ouvert à un débit de 0,8 m3/h. Un bac de mélange est présent en amont de chaque canal. Il a pour but d'oxygéner l'eau avant son arrivée dans le canal et d'homogénéiser la substance dans le cas d'une contamination. Un système de déversoir et de bac de récupération permet d'évacuer le surplus d'eau des canaux tout en conservant les organismes vivants. Avant de réaliser l'expérimentation, c'est-à-dire d'étudier l'influence d'une molécule ou d'un mélange de molécules sur l'écosystème, il est nécessaire de créer cet écosystème dans chacun des canaux. Les différents compartiments sont mis en place. Le compartiment sédimentaire est composé d'un mélange de 80% de sable et de 20% d'argile. Il est réparti d'une manière homogène sur 5 cm et 10 cm d'épaisseur, respectivement en amont et en aval. Des pierres sont déposées au niveau de la pente et à la sortie des canaux. Ensuite sont installés les producteurs primaires. Les macrophytes sont des composants majeurs des écosystèmes aquatiques peu profonds. Ces plantes jouent un rôle physique important. Elles pourvoient une source de nourriture, de dissimulation, de support physique et de reproduction à de nombreuses espèces comme le périphyton, les gastéropodes et les poissons. 3 espèces de macrophytes sont plantées dans les canaux. La calitriche, le cresson des fontaines et le potamo dense. L'agencement et la disposition des végétaux sont clairement définis. Le schéma d'implantation est reproduit chaque année. Le périphyton est une communauté définie comme un complexe d'algues unicellulaires, de bactéries, de champignons, d'animaux, de détritus organiques et inorganiques attachés sur un substrat mort ou vivant. Les algues du périphyton représentent la plus importante contribution à la production primaire des eaux courantes et sont le facteur limitant le plus important pour la production d'insectes benthiques et de poissons. Les épinoches au stade juvénile se nourrissent de ces algues unicellulaires benthiques. Le périphyton se développe naturellement dans les canaux à partir des espèces introduites via les macrophytes. Ensuite, les consommateurs primaires, secondaires, tertiaires et décomposeurs sont introduits dans les canaux. Le zooplancton, qui est composé d'espèces de rotifères cladocères et copépodes. Afin d'ensemencer les canaux, 36 litres d'eau issus de bassins de stockage sont filtrés. Puis, le zooplancton est remis en suspension et introduit dans chacun des 12 canaux. Pour les autres espèces d'invertébrés, elles proviennent de sites considérés comme référence par l'INERIS. Les invertébrés herbivores, décomposeurs et prédateurs sont introduits. Après l'introduction des invertébrés, les canaux sont mis en stabulation durant 3 mois, de décembre à mars, afin que s'établisse un écosystème assez complexe pour être représentatif du système naturel. Ainsi, l'ensemble de la phase de préparation de l'écosystème a commencé en novembre pour se terminer en mars de l'année suivante, ce qui représente 5 mois d'efforts. À l'issue de cette phase, sont introduits en mars, dans l'ensemble des canaux, les espèces modèles, support de nos recherches. Concernant les poissons, une seule espèce, l'épinoche à 3 épines, est introduite. Les organismes fondateurs sont introduits en mars au début de la période de reproduction, au nombre de 10 mâles et 15 femelles par canal. Ces organismes fondateurs doivent avoir la même histoire de vie pour que les caractéristiques soient le plus proches et homogènes, car ils sont à l'origine des populations qui se développeront dans chacun des canaux. Ces organismes fondateurs ont été obtenus au sein de l'INERIS et sont calibrés d'un point de vue biométrique.
Le sexe des poissons fondateurs est déterminé grâce à la morphologie de la tête en utilisant un modèle mathématique développé à l'INERIS. En mars, sont également introduits les dressènes, un mollusque bivalve, disposés dans les canaux au sein de cages contenant 250 individus. Ces cages sont positionnées à quelques centimètres du fond, au niveau de la rupture de pente du mésocosme. Cette manière d'exposer les cages a été sélectionnée car c'est une méthodologie qui sera également utilisée lors des expérimentations in situ lorsque nos biomarqueurs seront validés. À partir de mars seront également introduits d'autres organismes d'études, les gamarres, également en encagement, et les mousses, les temps d'exposition pouvant être plus courts. Nous voici à la seconde phase de l'expérimentation, c'est-à-dire l'introduction dans les rivières de contaminants ou mélanges de contaminants que l'on souhaite étudier. Dans le cas du projet Diadème, nous étudions un mélange de 5 molécules pharmaceutiques qui sont la carbamazépine, le diclofénac, le naproxène, le paracétamol et l'iberzartan. Une première condition, nommée 1X, correspond pour chaque molécule à la concentration médiane rencontrée dans les eaux de surface de plusieurs rivières du bassin versant de la Meuse. Ces concentrations sont 25 nanogrammes par litre pour la carbamazépine, le diclofénac et le naproxène, 50 nanogrammes par litre pour l'iberzartan et 100 nanogrammes par litre pour le paracétamol. Deux autres conditions sont également testées, 10X, 100X, correspondant à 10 et 100 fois les concentrations de la condition 1X. Le système de contamination est composé de 4 bancs identiques, un par condition. Une burette électronique placée sur la bouteille de la solution mère permet d'injecter, sous la commande de l'automate, 1 ml de cette solution dans la cuve de mélange. Cette dernière est alimentée par de l'eau du réseau potable qui a été au préalable réchauffée et traitée aux UV. Sur chacun des bancs de contamination se trouve une cuve de mélange qui recevra la solution mère. La solution phi ainsi préparée est ensuite homogénéisée grâce à un agitateur. Son contenu est vidé dans la cuve de réserve par l'ouverture d'une autre électrovanne. Ensuite, la pompe péristaltique va acheminer la solution phi jusqu'au canot avec un débit de 100 ml minute dans les bacs d'agitation placés en amont de chaque canal. Chaque banc alimente 3 canots. Lorsque le niveau de la cuve de mélange passe sous un seuil, la préparation d'une nouvelle solution phi dans la cuve de mélange est déclenchée par l'automate, puis est déversée dans la cuve de réserve après un certain temps d'agitation. Ainsi, une contamination en continu des différents canaux est assurée. Cette phase d'exposition dure 6 mois, d'avril à octobre. Les niveaux d'exposition des canaux à nos contaminants sont suivis tout au long de l'expérimentation par une série d'analyses au niveau de la colonne d'eau. Des prélèvements d'échantillons d'eau sont réalisés au niveau de la solution mère, des solutions phi, dans les bacs d'agitation en amont des canaux, mais également à 2 niveaux des canaux. Les solutions mères contenant le mélange de médicaments étaient stables au cours du temps. Les concentrations des substances dans les solutions phi et les bacs d'agitation représentaient 80 à 100% des concentrations espérées pour la carbamazépine, le diclofénac, le naproxène et l'iberzartan. En revanche, pour le paracétamol, on retrouve seulement 60 à 80% des concentrations espérées. Dans les canaux, 70 à 100% des concentrations espérées ont été retrouvées tout au long de l'expérimentation pour toutes les substances, sauf le paracétamol, qui de par ses propriétés s'hydrolyse rapidement. Le long du canal, les concentrations sont stables pour la carbamazépine et l'iberzartan. Il y a 20% de pertes, entre 5 et 19 mètres pour le diclofénac et le naproxène, et entre 20 et 100% de pertes pour le paracétamol. Différents paramètres physico-chimiques, tels que la température, le pH, l'oxygène et la conductivité, sont mesurés dans l'eau en continu à différents endroits des canaux. Comme dans un écosystème naturel, ces paramètres fluctuent chaque jour et évoluent tout au long de l'expérimentation. Par exemple, la température de l'eau augmente progressivement pour atteindre une vingtaine de degrés pendant la période estivale. D'importantes variations des teneurs en oxygène dissous sont également observées entre le jour et la nuit. Les activités photosynthétiques et de respiration des macrophytes sont à l'origine de ce phénomène. En complément de ces paramètres, la structure et l'évolution temporelle des communautés représentant le milieu de vie de nos organismes sentinelles
sont également suivis dans le temps. Ainsi, des prélèvements d'eau sont effectués à l'aide d'un carottier à plusieurs endroits de chaque canal, assurant ainsi un quadrillage homogène. Un équivalent de 5 litres d'eau dans la partie amont et 19 litres dans la partie aval sont prélevés chaque mois, puis filtrés à 50 microns. Les filtrats sont conservés dans l'alcool pour analyse ultérieure, afin de définir la diversité et l'abondance des différentes espèces. Concernant les macro-invertébrés tels que mollusques, crustacés et sangsues, 10 substrats de 2 types sont disposés sur l'ensemble du linéaire de chaque canal et relevés après un mois de colonisation. Les organismes contenus sur les pièges sont récupérés, puis identifiés et comptés avant d'être remis dans leur canal d'origine. L'évolution de la communauté est ainsi suivie sur l'ensemble de l'expérimentation. Concernant les macrophytes, tous les 15 jours, l'évolution du biovolume de chaque espèce est estimée le long de chaque canal. En complément, le développement de la biomasse du périphyton est évalué chaque mois à l'aide de 20 lames de verre positionnées le long de chaque paroi. Nos espèces sentinelles, ainsi que tous les autres organismes peuplant les canaux, constituent un réseau trophique dans lequel peuvent se propager les effets de substances chimiques. L'apparition d'un certain nombre d'effets indirects est liée à la présence du réseau d'interaction qui lie les différents organismes. Par exemple, la carbamazépine à 5 microgrammes par litre provoque un effet direct sur le biovolume du cresson des fontaines. La diminution de l'habitat disponible, ainsi que les teneurs en oxygène dissous, peuvent provoquer des effets indirects sur d'autres organismes comme l'épinoche à 3 épines ou bien le gamma. Des effets directs sur les communautés de zooplancton et de macro-invertébrés peuvent également induire des effets indirects sur nos espèces sentinelles par la modification de la qualité et quantité de la nourriture. La recherche des effets sur différentes fonctions physiologiques de nos organismes sentinelles a pour objectif d'identifier des biomarqueurs, réponse précoce d'un effet toxique, qui puissent servir de signal d'alarme. Ces mesures, associées à la modélisation, permettent de parfaire nos connaissances sur la propagation des effets à travers différentes échelles d'organisation biologique. Pour la mesure de biomarqueurs, des organismes Dressen, épinoche, gamma ou encore mousse sont prélevés régulièrement durant l'expérimentation ou à la fin au moment de la vidange des canaux et traités pour analyse. Pour la Dressen et l'épinoche, les organismes sont disséqués afin de récupérer différents organes qui seront les supports de différentes réponses biologiques. Ici, dans le cas de l'épinoche, les poissons sont anesthésiés permettant ainsi un prélèvement sanguin. À la suite, les organismes sont disséqués pour récupérer un certain nombre d'organes qui seront le support de la mesure d'un grand nombre de biomarqueurs. Concernant la modélisation des effets au niveau populationnel, on prendra ici l'exemple de l'épinoche. Pour le volet modélisation, différentes données ont été acquises durant les 6 mois d'exposition, ainsi qu'à la fin de l'expérimentation au moment de la vidange des bassins. La méthode de capture-marquage-recapture permet d'estimer l'effectif et la répartition des classes de taille d'une population d'épinoches durant l'expérimentation. Cette approche est réalisée une fois tous les 2 mois. Des poissons sont pêchés à l'épuisette sur l'ensemble du linéaire des canaux. Les poissons sont ensuite mis dans un bain de calcéine avant d'être relâchés dans leur canal d'origine. Le lendemain, une recapture est réalisée dans le même canal et les poissons sont observés dans le noir avec une lampe afin d'estimer, sur la base de la proportion de poissons marqués, les effectifs par classe de taille de la population du canal. À la fin de l'expérimentation, les mésocosmes sont vidés et l'ensemble des populations de poissons est récupéré. Cela permettra de connaître précisément la structure de chaque population d'épinoches dans chaque condition. Ils sont ensuite comptés, mesurés, pesés et sexés. L'ensemble de ces données servira au travail de modélisation. Nous envisageons de coupler 2 modèles. Un modèle dit DEB parce qu'il est basé sur la théorie du budget énergétique dynamique et un modèle dit individu centré parce qu'il va prédire la dynamique de population à partir du comportement des individus. Donc le modèle DEB est un modèle qui permet de prédire à partir de l'énergie ingérée par les individus comment cet individu va utiliser cette énergie pour ses grands processus physiologiques. Donc si l'individu mange une quantité connue d'aliments, il va en tirer une quantité d'énergie qui va être répartie entre les grandes fonctions physiologiques. Donc d'une part la croissance et la maintenance des tissus et d'autre part la production de gamètes pour la reproduction. Donc il va avoir une partie
kappa qui va aller vers la maintenance des tissus et la croissance, et une partie 1- kappa qui va être, elle, dédiée au maintien de la maturité sexuelle, au développement de la maturité sexuelle, et puis plus tard à la production de gamètes. Ce modèle donc va bien réagir comment va croître et se reproduire un individu, et donc on va le coupler à un autre modèle qui lui va intégrer les règles de cohabitation, de compétition et d'interaction entre les individus, et aussi qui va intégrer les règles d'interaction avec le milieu naturel, donc l'environnement, la nourriture, la température, donc les paramètres abiotiques de l'environnement. Donc ceci va être un modèle individu-centré. Donc c'est un modèle où chaque individu va être décrit par un ensemble de règles qui vont définir ses actions, et les individus vont avoir un ensemble d'attributs qui vont être par exemple la taille ou le poids ou le sexe de l'individu. Donc on va définir des règles pour chaque individu et qui vont définir comment il va grandir, se développer, et qui vont définir comment il va interagir avec les autres individus. Et de ces ensembles de règles, ils vont émerger une structure, une dynamique de population qui va, elle, montrer comment la population va se développer ou elle va être impactée par une substance chimique sur le long terme. Donc pour les pinoches, nous avons développé ce qu'on appelle un modèle DEB-IBM qui couple ces deux approches de modélisation. Pour conclure, l'ensemble de ces réponses mesurées au niveau moléculaire, population ou communautaire sera intégré dans différentes approches multivariées de type ACP ou PRC afin de définir les seuils d'effet ou d'absence d'effet. Ces techniques permettent de dériver des concentrations sans effet pour les biomarqueurs, les populations, les communautés et certaines fonctions de l'écosystème. Ces dernières sont fréquemment utilisées dans le cadre de la directive pesticides, la directive biocide, la directive cadre sur l'eau ou le règlement REACH pour estimer et ou affiner les risques liés à l'utilisation des substances chimiques.